Tant que vous vous installez, donc je remercie Hélène, Susanna, Sharam, Pascal, Jamel et Sandra qui va arriver de nous avoir invités à ces journées, les 33e. Ouais. Donc je m'appelle Vincent Tiffraud, je suis médecin de rééducation à Lille. Et donc, j'aime tellement venir aux entretiens que je suis venu à deux aujourd'hui avec Timothée Poitou. On va vous parler de qualité de vie, en fait, d'enjeux par rapport aux objectifs de rééducation. Donc, Timothée va vous faire une première intervention sur ces concepts qui me paraissent très utiles. Et puis, moi, je vais vous parler un peu de rééducation des personnes adultes, essentiellement marchandes. Timothée. Merci. Alors, bonjour à tous. Merci de m'introduire. Alors, je vais vous présenter un travail qu'on a publié cette année. Donc sur des patients SMA qui sont suivis sur le centre de référence des maladies neuromusculaires sur Reims. C'est des patients qui étaient suivis dans le cadre d'une question sur l'introduction du traitement par nusinersen. Donc on revoyait de manière très régulière, de manière mensuelle, et on commençait à avoir pas mal de données sur, à la fois fonctionnelles et sur leur qualité de vie. Et je vais vous montrer ce qu'on a un peu vu sur les différentes tendances des mesures, et on va essayer de rapprocher ça. Alors, je vous assure, c'est pas compliqué, je vais essayer de faire ça simple, sur des concepts d'économie comportementale pour essayer d'avoir une approche centrée sur la qualité de vie quand on va définir et présenter les objectifs de rééducation. Alors, on va faire un sommaire rapide pour essayer de présenter les premiers concepts donc, de la pathologie, et on s'est attardé sur les capacités de mobilité et la qualité de vie. Et on va introduire deux concepts, donc, comme je vous disais, de l'économie comportementale, qui sont la théorie des perspectives et le changement de point de référence. Donc c'est deux choses qu'on va voir par la suite dans la présentation. Si on parle de SMA aujourd'hui et qu'on parle de la classification, donc c'est une classification qui a déjà été présentée ce matin. Et si on la résume un peu aujourd'hui, c'est une classification qui se base sur la sévérité de l'impact fonctionnel et qu'on peut résumer comme étant la meilleure capacité fonctionnelle du patient. Donc le type 1, est-ce qu'il ne s'assoit pas? Le type 2 s'assoit mais ne se tient pas debout. Le type 3 se tient debout et marche. Et le type 4, une faiblesse musculaire. Mais cette classification, elle a plein de limites, et en particulier, elle ne reflète pas les capacités actuelles du patient. Alors c'est encore plus vrai chez les patients adultes qui ont pu avoir une évolution par rapport au moment où leur classification a été donnée. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui avec l'introduction des nouvelles thérapeutiques qui font que ça change une fois que la classification a été faite. Un patient type 1 peut tenir assis. Donc en fait, sa classification n'a pas vraiment de sens et elle ne reflète pas l'histoire du patient. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est de proposer une classification qui est basée sur l'histoire du patient et en particulier au niveau de leur capacité de marche. Donc on a découpé notre groupe de patients en 3 sous-groupes. Un groupe qui n'a jamais marché, un groupe qui ne marche plus, donc en fait qui a eu des capacités de marche mais qui a perdu la marche, et un groupe qui est en train de perdre la marche. Et donc avec cette classification-là, on prend en compte à la fois leur meilleur score de capacité fonctionnelle et leur score actuel. On avait 10 patients qui ont été suivis, donc ça fait. Alors, on peut voir que ça fait une dizaine de patients, donc 2 dans les groupes qui n'ont jamais marché, ça fait 5 dans le groupe qui a perdu la marche et 3 qui est en train de perdre la marche. Mais vu que c'est des sujets qu'on a suivis assez longtemps, on arrive en fait à un nombre de questionnaires sur la qualité de vie qui est aux alentours de 120. Donc, on a quand même pas mal de questionnaires, même si en termes de patients, on est sur 10 patients. Et donc, on a utilisé comme questionnaire de qualité de vie le QOL-GNMD, qui est un questionnaire de qualité de vie spécifique des maladies neuromusculaires, où il y a 3 domaines. Un domaine sur l'impact physique des symptômes, un domaine sur la perception de soi, et un domaine sur l'activité sociale et la participation. Et en fait, qu'est-ce qu'on s'aperçoit sur ces données? C'est qu'en rouge, c'est les patients qui n'ont jamais marché. En vert, c'est les patients qui ont perdu la marche. Et en bleu, c'est les patients qui sont en train de perdre la marche. Et dans les 3 domaines, on retrouve la même tendance, avec les scores plus hauts de qualité de vie pour les patients qui n'ont jamais marché,
un score intermédiaire pour les patients qui ont perdu la marche et les scores de qualité de vie les plus faibles pour les patients qui sont en train de perdre la marche. Donc on a vraiment une décorrélation entre leur capacité fonctionnelle et leur qualité de vie. Donc on va essayer d'expliquer un peu cette tendance qu'on voit chez nos patients. Pour expliquer cette tendance, on s'est basé sur la théorie des perspectives. C'est des travaux de Daniel Kahneman sur un papier Princeps de 91. Il a reçu le prix Nobel d'économie en 2002 pour ces travaux-là. Et elles sont basées sur 3 caractéristiques essentielles qui sont la dépendance à la référence, l'aversion aux pertes et la diminution de sensibilité. Alors je vais vous les montrer, essayer de vous faire comprendre les caractéristiques qui sont derrière dans le cadre de la qualité de vie de nos patients. On va pour ça essayer de faire une analogie avec les escaliers où la qualité de vie seront les capacités à monter des étages. Si pour un patient, monter un étage, c'est faire 10 marches, et pour un patient, monter un étage, c'est monter 8 marches, on se rend bien compte que le référentiel entre les patients n'est pas le même. Donc si un patient monte 8 marches, mais qui chez lui, son étage est à 10 marches, en fait, il ne va pas atteindre son étage et il aura une qualité de vie qui sera moindre. Et vice-versa pour l'autre patient. Donc en fait, il faut vraiment qu'on s'attache à trouver les références de nos patients pour essayer de comprendre comment ils se voient et qu'est-ce qui est pour eux un état de qualité de vie optimale. Si on continue pour l'aversion aux pertes, donc loss aversion en anglais, c'est pas la même chose en fait de gagner quelque chose ou de le perdre. Et pour ça, on va prendre l'exemple de gagner la possibilité de monter une marche en plus ou de perdre une marche. Et qu'est-ce qu'on se rend compte ? Si je gagne une marche, en fait, je monte au même étage. Mais par contre, si je perds juste une marche, je ne peux plus monter à mon étage. Et donc, en fait, il y a vraiment cette notion que la perte est beaucoup plus dure que le gain. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, c'est que même dans nos objectifs de rééducation, un objectif qui est de ne pas perdre une capacité, c'est un objectif qui est tout aussi intéressant, voire même plus intéressant que de gagner quelque chose. Donc il ne faut pas avoir peur, quand on met nos objectifs de rééducation, de dire « je veux qu'il continue à être comme il est » et surtout qu'il ne perde pas en capacité fonctionnelle. Et enfin, la dernière caractéristique de cette théorie, c'est la diminution de sensibilité, c'est le fait que la perte est plus dure au début qu'à la fin. Et je reprends toujours l'analogie des escaliers, c'est qu'en fait la perte de la première marche est beaucoup plus dure que la perte de toutes les autres marches. Parce qu'en fait la perte de la première marche vous empêche de monter à votre étage, alors que la perte des marches suivantes, vous ne montez déjà plus à votre étage. Donc ça, c'est vraiment important de dire que quand un patient est à son point de rupture au niveau de ses capacités, c'est là où ça va avoir le plus d'impact sur sa qualité de vie. Donc il faut vraiment essayer de bien quantifier ses capacités, et quand on arrive à ce point de rupture où il va perdre les capacités qui vont vraiment le faire basculer dans une deuxième partie de qualité de vie, il va vraiment y avoir un impact assez important chez lui. Si on reprend un peu ça pour essayer d'expliquer donc les résultats qu'on avait chez nos patients SMA, c'est un petit tableau pour essayer que ce soit assez simple à comprendre et assez didactique. On va prendre un point de référence, donc qui est noté R, avec le même code couleur que par avant, qui est le moment où ils avaient leur meilleure qualité de marche. Sachant que pour le groupe rouge, vu qu'ils n'ont jamais marché, le meilleur moment, c'est le même moment qu'aujourd'hui. Ils n'avaient pas de capacité de marche. Par contre, pour les groupes bleus et verts, donc ceux qui ont complètement perdu la marche en vert, et ceux qui ont diminué leur capacité de marche mais qui est encore présente en bleu. Et en fait, si on prend ce petit arbre décisionnel, en répondant à chacune des 3 questions, on va retrouver le même ordre des groupes qu'on a observé avec nos questionnaires. Donc la première à savoir, c'est est-ce qu'il y a eu une perte ou pas ? Donc dans le groupe rouge, il n'y a pas eu de perte, donc c'est ceux qui vont avoir le meilleur score de qualité de vie. Après, pour les deux groupes, il y a eu une perte. La question qu'on va se poser après, c'est est-ce qu'ils ont changé de point de référence ? Donc est-ce qu'ils se considèrent encore comme des patients marchands ou est-ce qu'ils se considèrent déjà plus comme des patients marchands ? Donc pour les patients qui ont perdu la marche, on peut imaginer les 2 cas.
En fait, on peut imaginer ceux qui sont plus marchands et qui déjà dans leur tête ont changé leur point de référence et ne se voient plus comme des patients marchands. Et il y a ceux qui n'ont pas changé encore de point de référence et qui, eux, se voient encore comme des patients marchands. Et enfin, le groupe en bleu, le groupe rouge, eux, ils marchent toujours. Donc on part du principe qu'ils se voient toujours comme des personnes marchandes. Et enfin, pour la dernière question, c'est est-ce qu'il y a eu une diminution de la sensibilité ? Donc pour les patients dans le groupe vert, on peut imaginer que oui, parce qu'en fait, ils ont perdu la marche depuis très longtemps. Donc en fait, il y a moins d'impact sur les pertes qu'ils sont en train de subir aujourd'hui. Mais par contre, le groupe bleu qui est en train de perdre la marche, eux, c'est la sensibilité qui est très très forte à ce moment-là. Donc ils ont un gros impact sur leur qualité de vie et c'est pour ça que c'est le groupe qui a la plus faible qualité de vie. Donc voilà, c'est vraiment 3 questions pour essayer de nous orienter dans nos objectifs et essayer de comprendre comment les patients jaugent leur qualité de vie. Enfin, il y a 3 implications pour l'aversion aux pertes qui sont assez intéressantes sur comment on va présenter nos stratégies de rééducation aux patients. Il y a ce qu'on appelle l'effet de dotation qui fait que la possession donne la valeur. Donc en fait, si vous avez un patient qui a quelque chose, cette possession, en termes de capacité, a une valeur. Donc il faut vraiment la préserver. Essayez d'aller sur un objectif qui n'a pas, une capacité qui n'a pas, ça a moins de valeur pour lui, et donc c'est peut-être pas l'objectif à aller chercher. Il faut essayer de se concentrer sur les objectifs qu'il a en sa possession. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle l'amélioration contre le compromis. C'est alors ça, c'est un biais cognitif qui est décrit chez tous les sujets, c'est qu'on va plutôt chercher une situation d'amélioration que de compromis. Qu'est-ce que c'est une situation de compromis ? C'est perdre quelque chose pour gagner beaucoup, alors que l'amélioration, on va juste gagner un petit peu. Donc quand on présente une stratégie de rééducation en disant « Ah, vous allez voir, ça va être un petit peu dur, mais après, vous allez aller beaucoup mieux », c'est peut-être pas forcément la meilleure stratégie pour présenter une rééducation si on veut qu'elle soit pleinement acceptée par le patient. Et enfin, une dernière application, qui est que les sujets ont plus tendance à minimiser leurs désavantages plutôt qu'à maximiser leurs avantages. Alors ça, j'ai fait une petite figure pour vous montrer, c'est que par rapport à une situation actuelle où vous avez 2 paramètres, si vous lui proposez 2 nouvelles situations, une avec un grand avantage, mais avec un désavantage qui est plus marqué qu'une deuxième situation, où vous avez un petit avantage, mais un petit désavantage, et les sujets auront tendance à choisir cette deuxième situation. Donc si on veut plutôt amener le patient dans la première situation, la situation X avec un grand avantage, il faut aussi faire attention sur comment on va présenter la stratégie de rééducation pour qu'elle soit acceptée par le patient. Et je terminerai donc sur le changement de point de référence. Alors il y a 3 mécanismes qui sont décrits. Donc c'est un papier de Loewenstein en 91 aussi, sur des mécanismes pour changer de ce point de référence. Alors ce point de référence, il est intéressant à changer pour que une même situation soit vécue, ait un meilleur vécu par le patient. Donc pour faire ça, il y a ce qu'on appelle la proximité physique. Donc c'est-à-dire que quand vous allez être proche d'un objet, vous allez avoir tendance à plus lui donner de valeur. Donc si jamais vous voulez présenter par exemple une aide technique, un fauteuil à un patient ou une aide technique, c'est important que l'aide technique, elle soit, quand vous parlez au patient, l'aide technique soit avec vous, qu'il puisse la voir, qu'il puisse la toucher et qu'il puisse s'imaginer avec, parce que cette proximité physique va donner de la valeur à l'aide technique que vous présentez à votre patient. Le troisième, c'est la comparaison sociale, c'est qu'on a tendance à vouloir ce que nos pairs ont. Et donc si jamais vous voulez présenter une aide technique à un patient, on prend le même cas, ça peut être intéressant de la faire présenter par un patient qui a la même pathologie et qui a déjà cette aide technique. Il va pouvoir y avoir une comparaison entre les deux, avoir des échanges sur comment elle a été intégrée, comment elle est utilisée, et justement faciliter cette intégration par le patient. Et enfin, le dernier mécanisme, qui est un petit peu plus difficile à comprendre, je vais essayer de bien l'expliquer, c'est la proximité temporelle. Et en fait, ils expliquent que plus le temps entre l'annonce et l'événement est court, plus il est difficile de changer son point de référence. Donc si vous avez un événement négatif à annoncer à un patient, il faut mieux l'annoncer le plus tôt possible pour que le patient
ait le temps de changer son point de référence et qu'au moment où l'événement arrive, il soit vécu de manière moins traumatisante. Et au contraire, si vous avez un événement positif à annoncer, il peut être intéressant de raccourcir le temps entre l'annonce et l'événement pour qu'il n'ait pas le temps de changer de point de référence et que cet événement soit vraiment vécu de manière très positive. On peut prendre l'exemple par exemple, si vous annoncez qu'il va avoir un nouveau fauteuil roulant, et ben, le fait d'essayer ce nouveau fauteuil roulant et de l'avoir, il faut éviter que ce temps soit trop long, parce qu'en fait, au moment où il peut y avoir un phénomène de « Ah oui, je l'ai essayé il y a longtemps, je sais ce que ça vaut, je vais le mettre », mais je le vis moins positivement que si je l'avais eu tout de suite. Donc c'est plein de concepts qui sont beaucoup étudiés en économie comportementale et qui sont très utilisés en marketing. Donc là, ça peut être des outils qui pourraient être pour une fois utilisés à bon escient, on va dire, pour essayer d'améliorer la qualité de vie de nos patients. Donc je termine juste sur les 3 messages que je voulais essayer de vous faire passer. Comprendre la qualité de vie d'un patient, ça semble intéressant de s'intéresser à son histoire pour vraiment savoir comment il a évolué. La théorie des perspectives semble fournir des éléments intéressants pour comprendre la qualité de vie. Et enfin, tout ce qui va être changement de point de référence semble des outils intéressants pour essayer justement d'améliorer la perception de qualité de vie des patients. Voilà. Voilà, merci Timothée. Donc, comme quoi nous sommes également des économistes. Mais ces notions qui sont peut-être, voilà, je trouvais ça un peu abscon au départ, finalement se comprennent assez bien. Jeudi, je dois être là-dedans. Alors moi, je vais rentrer plutôt dans le concret de la rééducation. Hein. Ça va être des choses peut-être un peu plus simples. C'est celle-là. Vas-y, tu peux lancer le diaporama. J'ai retrouvé les archives 2007. Qui était là en 2007 ? Moi, j'y étais. Ouais. 2007 sur le Steinert et la myotrophie spinale, les entretiens de Garches, et vous pouvez encore trouver le manuscrit est en vente. Donc moi je travaille à Lille au centre de référence des maladies neuromusculaires et je vous parlais de la rééducation chez ces patients. Quelques notions de physiologie pour comprendre sur quel matériel on travaille quand on fait de la rééducation dans ces maladies. La myotrophie spinale est une maladie du neurone moteur. Quand il y a une perte de neurone moteur, elle se caractérise au niveau de la corne antérieure de la moelle épinière. Et ça a des conséquences périphériques sur les muscles. C'est-à-dire que les muscles des patients ne sont pas des muscles normaux. Ce n'est pas une pathologie du muscle, mais le fait qu'il y ait une dénervation modifie le tissu musculaire. En pratique, les fibres qui sont dénervées sont atrophiées, mais les fibres qui restent innervées sont plutôt hypertrophiées. Et on va voir qu'il y a aussi d'autres caractéristiques, notamment sur le plan métabolique. Alors, ça a aussi des conséquences neurophysiologiques, puisqu'on a une diminution du nombre d'unités motrices. Ceci, Sharam vous l'expliquera, peut se mesurer avec des outils semi-quantitatifs d'électrophysiologie. On peut avoir une approche semi-quantitative du nombre d'unités motrices qui sont en activité. Et dans ces maladies, on a une diminution du nombre d'unités motrices actives ou disponibles. Une unité motrice, je vous rappelle, c'est un neurone moteur qui se connecte à plusieurs cellules musculaires. La deuxième conséquence, c'est que chaque unité motrice qui survit, les survival motor neurones, vont activer beaucoup plus de cellules musculaires en même temps. On parle de la taille des unités motrices qui va être augmentée. Donc c'est valable dans toutes les pathologies du neurone moteur, la myotrophie spinale en fait partie. Et un des phénomènes qui explique l'augmentation de la taille de ces unités motrices, c'est la capacité de bourgeonner, ce qu'on appelle le sprouting, et de pouvoir, prendre en nourrice les cellules musculaires qui sont devenues orphelines. Alors quand on comprend ça, on peut comprendre aussi que quand on fait fonctionner ce système neuromusculaire, on fait fonctionner un système où il y a moins d'unités motrices disponibles, et donc on doit les faire travailler à haute fréquence. C'est-à-dire que chacune d'entre elles va être activée beaucoup plus souvent. En pratique, c'est un moteur qui va tourner en sur-régime, si vous voulez. C'est un peu comme ça que je me l'explique. C'est comme si vous étiez obligé de rouler en secondes sur l'autoroute. Vous pouvez rouler,
mais le moteur va tourner beaucoup plus rapidement et c'est un système fatigable. Alors, on a des données fondamentales sur ce que fait l'exercice dans ces conditions. Les premiers travaux montraient que si on fait du travail à haute résistance sur un système dénervé, on peut aggraver les lésions. Mais plus récemment, sur les modèles animaux, notamment les modèles animaux de maladie de Charcot par exemple, il a été montré que l'exercice, dans certaines conditions, pouvait plutôt améliorer de façon, donc modifier de façon positive certaines caractéristiques, et notamment métaboliques, enzymatiques. Et on va le voir aussi tissulaires. Donc là, c'est Frédéric Charbonnier, l'équipe de Frédéric Charbonnier et son collègue Olivier Biondi, qui va intervenir demain d'ailleurs, sur l'effet de l'exercice, sur des modèles animaux d'amyotrophie spinale infantile. En pratique, ils ont fait 2 modes d'exercice, de la course, du pédalage pour les souris, et aussi exercice en milieu aquatique, natation. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une amélioration sur les paramètres de fatigabilité. Alors, ce sont les courbes que vous avez au-dessus ici, c'est-à-dire que les souris qui nagent et qui courent ont moins de fatigabilité au bout d'un certain moment. Et le deuxième phénomène, alors il y en a d'autres, mais il y en a un qui est intéressant aussi, c'est que entre la marche ou la course et la natation, on n'a pas les mêmes effets tissulaires, notamment au niveau des neurones moteurs. C'est-à-dire qu'il y aurait un certain effet spécifique. Alors, ce n'est pas sur le neurone moteur, pardon, c'est sur les muscles. La structure, on va dire le phénotype musculaire et l'expression des protéines contractiles va se modifier en fonction du type d'exercice qu'on va faire à ces animaux. Donc ça peut aussi nous donner des indications sur qu'est-ce que ça fait dans nos muscles quand on fait travailler des patients qui ont des muscles dénervés, donc atteints d'amyotrophie spinale. Cliniquement, ça a été observé dans quelques études. Difficile de trouver des essais randomisés contrôlés de rééducation dans l'amyotrophie spinale, mais grosso modo, ce qui est observé, c'est qu'on arrive à certains gains parfois. Alors, vous voyez, qu'est-ce qui est amélioré? Un petit peu les capacités physiques, un petit peu l'endurance, peut-être un peu plus la force musculaire, mais on peut aussi aggraver certains paramètres tels que la fatigue. Donc, il doit y avoir certaines stratégies et certains patients aussi sur lesquels ça marche ou ça marche moins bien. Alors plus récemment, donc là c'est l'équipe de Jacqueline Montes aux États-Unis qui a fait des programmes d'entraînement chez des patients adultes atteints d'amyotrophie spinale, qui sont des patients marchants, avec des paramètres de fatigabilité. Et puis on va voir aussi sur la capacité à utiliser l'oxygène et en fait en pratique le métabolisme énergétique de ces patients. Elle a montré que d'abord, parmi les maladies neuromusculaires, les patients atteints d'amyotrophie spinale sont ceux qui probablement sont les plus fatigables et qu'il y avait une corrélation entre cette fatigue, la faiblesse et la sévérité de l'atteinte musculaire. Et puis plus récemment, elle a regardé le profil métabolique avec des tests à l'effort et de la spectroscopie dans le proche infrarouge. En pratique, c'est un truc qui permet de voir comment le muscle il va capter et consommer l'oxygène, et donc travailler et utiliser son métabolisme énergétique. Il semblerait qu'il y ait un trouble du métabolisme oxydatif des muscles de ces patients. Donc ça nous donne aussi des perspectives sur les modalités d'entraînement. Bon, les revues de littérature sont pauvres parce qu'il y a très peu d'essais cliniques et donc on a très peu pour l'instant de données concrètes pour dire qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire. On va en rester sur les recommandations qu'on a dit, c'est-à-dire un travail plutôt inframaximal et puis avec surtout des périodes de récupération et des durées plus courtes aussi de travail. En pratique, quelques images pour vous montrer ce qu'on fait et puis aussi pour rejoindre ce qu'a dit Timothée. En médecine de rééducation, en fait, on peut considérer que ce qu'on cherche à faire, c'est améliorer les performances. Alors, ça peut être améliorer les performances physiques. Alors, du coup, pourquoi faire? Parce que si c'est pour améliorer un petit peu la force, mais que ça ne change rien sur la fonctionnalité, ben, c'est peut-être pas si intéressant. Mais c'est aussi améliorer les capacités fonctionnelles, voire avec des outils. Et voilà, je voulais vous illustrer ça. L'autre interrogation, c'est qu'on est dans le cadre de maladies chroniques lentement évolutives, surtout pour les formes adultes, que les pertes
dans l'histoire naturelle de la maladie sont difficiles à objectiver parce que ça dure longtemps et ça va lentement. Et c'est pas facile de montrer qu'on peut ralentir quelque chose de lent. C'est pour ça qu'on a besoin d'ailleurs de biomarqueurs qui soient capables de nous montrer si un traitement fait quelque chose, c'est-à-dire est-ce que ma molécule, elle augmente ou elle améliore mes neurones moteurs, quoi, tout simplement, parce que cliniquement, c'est difficile de le montrer. La question peut aussi se poser d'anticiper les pertes. Là, on a vu que la question de la représentation de ce qu'on peut perdre, c'est très important pour un patient. Une évolution peut être lentement progressive, mais la perte, c'est un événement aigu à un moment donné. C'est-à-dire qu'en pratique, on a des patients qui peuvent compenser leur perte progressive et adapter leur marche pour continuer de marcher très très longtemps. Et les patients compensent très très longtemps. Et il est bien difficile de prédire à quel moment le patient va perdre la marche. Combien de fois les patients vont vous dire « Ah, mais mon médecin au début il m'a dit de toute façon dans 5 ans vous serez en fauteuil roulant et ça fait 20 ans ». Et effectivement, ça fait des années que je vois des patients qui n'en finissent pas de perdre la marche, mais qui n'ont pas encore perdu. Vous voyez de quoi je parle. La question, même éthiquement, peut se poser, c'est-à-dire est-ce qu'ils ne seraient pas plus heureux s'ils avaient une aide technique qui leur permet d'accéder comme ci, comme ça. Mais on n'est pas à leur place et il faut vraiment faire attention à ce que se représentent les patients en termes d'efficacité, d'objectifs, de gains et de vécu par rapport à ça. Voilà quelques exercices maintenant pour vous montrer ce qu'on fait. Alors, on peut travailler les muscles, alors, on dit en chaîne courte pour les muscles proximaux, c'est-à-dire des exercices qui soient faciles à faire pour des patients qui ont des déficits importants. On peut travailler beaucoup sur le tronc parce que le bassin et le tronc vont être très importants pour la stabilité, notamment pour la marche. Donc ça, c'est des exercices. On demande à la personne de se pencher, de contrôler son équilibre, par exemple. On aime beaucoup les élastiques parce qu'on peut avoir des tensions différentes et puis on peut moduler la résistance. Donc on peut faire du travail contre résistance en chaîne semi-fermée, c'est-à-dire que l'extrémité, elle est mobile, mais on fait travailler une chaîne musculaire. OK. Là aussi, travailler le tronc, on peut utiliser différentes positions. On aime bien travailler en position de décubitus, le patient est confortable et il va mieux percevoir les petits mouvements du bassin, etc. On travaille le retournement. Voilà, un peu de vidéo. Là, une patiente qu'on fait travailler avec des élastiques, on peut même la mettre un petit peu en difficulté. Donc là, c'est rajouter de la difficulté à la difficulté. C'est-à-dire que c'est une patiente qui a une amyotrophie spinale type 3, qui vient régulièrement en rééducation, qui a du mal à marcher. On fait de la rééducation un peu dans la contrainte, on lui rajoute encore un peu plus de difficulté en se disant peut-être que dans la vie courante, elle aura de meilleures performances pour marcher, franchir un obstacle, etc. Donc on lui fait aussi travailler son tronc, son équilibre, en complexifiant les exercices. Il faut à la fois tenir le ballon à distance, on projette son centre de gravité plus en avant, c'est difficile. Et là, c'est pas animé, mais on l'a fait travailler aussi sur une chaise avec des roulettes. Et de la double tâche. Quand on marche, nous, on ne pense pas à notre équilibre, ça se fait automatiquement. Mais quand on vous rajoute un exercice où il faut garder sur un plateau en équilibre avec un ballon, ça demande encore plus de concentration. C'est une maladie fatigante et les patients qui ont ces difficultés sont fatigués parce qu'ils sont en permanence obligés de se concentrer sur leur équilibre. C'est-à-dire qu'ils doivent être attentionnés, ils doivent porter de l'attention à ces conditions de marche et ça demande une charge mentale importante. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, il se trouve, effectivement, Sharam nous l'a dit tout à l'heure, pendant la première vague, on a mis en ligne des vidéos sur YouTube. On a fait une chaîne de la filière Filnemus MPR. On a quand même 1000 vues là, sur celles sur les séances d'activité physique. Donc, c'est pas si catastrophique. Mais je suis pas un très bon communicant. Donc, voilà, si vous voulez, moi, de temps en temps, je le propose aux patients. C'est pour faire de l'auto-rééducation à la maison. Et je vous remercie. Un grand merci à tous les deux pour ces présentations très intéressantes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à ce sujet ? Oui, bonjour, je voulais savoir si,
contrairement à d'autres pathologies, vous préconisez plutôt une rééducation un peu quotidienne, plusieurs fois dans la semaine, plutôt que des stages, je pense notamment aux scléroses en plaques ou aux cérébrolésés, où on parle de plus en plus de rééducation intensive sur une période de 2-3 semaines. D'accord, je comprends bien votre question. Alors c'est vraiment au cas par cas. Il y a des patients pour qui on peut se dire qu'effectivement faire de la kiné toutes les semaines, toujours les mêmes exercices, il y a un côté rébarbatif, une lassitude, et que peut-être c'est pas indispensable de faire de l'entretien permanent. Pour certains, c'est vraiment, ils l'expriment, important pour eux parce qu'ils en retirent un bénéfice. Pour d'autres, c'est vrai, ça dépend du stade ou de l'évolution. Parfois, moi, je conseille d'avoir un kiné référent, de faire de la rééducation par période et puis de faire des pauses. Mais au moins, le kiné, il peut se souvenir, il a noté les bilans et voir s'il y a des choses qui ont changé par rapport à la dernière fois. Et enfin, ce que vous dites sur les programmes de rééducation, alors, on perçoit quand même, puisque dans mon service, on accueille des patients en hôpital de jour, en hôpital de semaine, voilà. Effectivement, ils font un stage de rééducation un peu plus intensif. Là, on n'a jamais aggravé personne, heureusement. Le bénéfice est parfois difficile à évaluer cliniquement. On va gagner un petit peu sur le périmètre de marche, mais le vécu est quand même plutôt positif. Et les patients redemandent à venir à l'hôpital, ce qui pour moi est le signe que si, ça leur fait du bien, quoi. On a le temps pour une autre question. Suzanne, tu as une question ? Donc je te laisse poser la question. Donc, une petite question. Est-ce que tu peux nous dire comment vous avez défini les patients qui étaient en train de perdre la marche? Qu'est-ce que c'était? Comment Timothée, c'est pas évident parce que... Là, c'était vraiment en fait, c'était surtout sur l'interrogatoire. Et en fait, vu que c'était des patients qu'on suivait, là, j'ai présenté que les scores de qualité de vie. Mais en fait, les marchands, on leur faisait un périmètre de marche ou un 6 minutes s'ils étaient encore capables de marcher pendant 6 minutes. Et donc, on avait vraiment cette mesure-là objective, entre guillemets, de périmètre de marche. Et il y avait aussi, surtout, beaucoup l'entretien sur qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire en marchant à une époque et qu'est-ce qu'ils sont capables de faire en marchant aujourd'hui. Donc il y avait vraiment cette notion-là. Et enfin là, j'ai pas insisté dessus, mais souvent les patients, alors là c'est juste 3 patients, donc je vais pas faire de généralité, mais quand on définissait les objectifs avec eux du traitement, c'était souvent l'objectif numéro 1. Je me vois diminuer à la marche et j'ai vraiment pas envie de perdre la marche. Ok, merci. Merci beaucoup. Je te laisse présenter.